Commentaire de l'auteur à propos de l'article. Ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir la vérité sortant de la bouche de Moïse Tchombe lui-même, car à l'époque, le journaliste belge, Pierre Davister, qui était anti-Tchombe et un homme de paille du gouvernement Mobutu, avait pourtant, en janvier 1964, avant l'accession au pouvoir de Mobutu et avant qu'il ne soit récupéré par Mobutu et sa clique, écrit un article dans le périodique belge, Pourquoi pas? Sur la couverture de cette parution, 54e année, numéro 2357 du vendredi 31 janvier 1964, figure un grand portrait de Lumumba avec en dessous le gros titre suivant, Tchombe nous révèle comment est mort Lumumba. Cette édition de Pourquoi pas, contenant ce premier article écrit par Davister, sur la base d'une interview accordée par Moïse Tchombe à Madrid, avait été supprimée par le gouvernement belge, et ceci sur l'insistance du gouvernement congolais, et ce, immédiatement après sa parution. Tous les exemplaires ont été enlevés des kiosques, raison pour laquelle très peu de copies de cette édition ont circulé. Le périodique, Pourquoi pas, aujourd'hui le Vif Express avait d'ailleurs, à la fin de la publication de cette première interview, promis un deuxième article sur le sujet avec comme titre, Que sont devenus les trois corps? Une question qu'on se pose depuis 3 ans, ce deuxième article n'est jamais paru. L'auteur est en possession d'un exemplaire original de cet article, mais ne reproduit ici qu'une retranscription intégrale du texte de l'article de l'interview publiée, ceci pour des raisons de copyright, l'auteur n'ayant pas reçu l'aval ou l'autorisation du Vif Express de publier une copie de l'original. L'auteur s'informe en ce moment sur la plan légal, juridique si le Vif Express est en droit de lui empêcher la publication de l'original censuré. Entre-temps, l'auteur met à disposition de tout un chacun cette retranscription intégrale de l'article en question, tout en publiant une copie de la couverture de l'hebdomadaire et une copie de la dernière page de l'article. Bonne lecture. Ci-dessous la retranscription intégrale de l'article paru. Lassé des tergiversations calculées du gouvernement de Léo, qui tantôt lui fait risette et tantôt le repousse, Moïse Tchombe a décidé de rompre le silence entourant la mort de Patrice Lumumba. Cette mort, dont on l'a toujours tenu pour principale, voire pour seul responsable, pèse comme une lourde hypothèque sur les épaules de l'ex-président katangais. Il veut lever aujourd'hui ce qu'il considère lui-même comme le plus gros obstacle à son retour sur la scène politique, en démontrant que s'il a sa part de responsabilité dans la disparition de Lumumba, le gouvernement de Léo a la sienne également, et non la moindre. Ces révélations sont-elles opportunes au moment où, toujours vivace et toujours exploitée, la mémoire de Patrice Lumumba suscite de nouveaux troubles au Congo? Oui, car elles contribueront à vider un abcès que la réserve combien prudente et les complaisances des dirigeants de Léo à l'égard des Lumumbistes n'ont fait qu'envenimer. Cet abcès utile était vidé plus tôt que l'on ne connaîtrait vraisemblablement par les troubles actuels. Ni les assassinats et les exactions dont Kalonji s'est rendu coupable à Bakwanga, ni les malices de Gizenga qui devint vice-premier ministre malgré qu'il eût préalablement envoyé Lord Kilomoto au Caire, ni les actes de terrorisme auxquels se livrait M. Gbenye à Léopoldville dans le même temps qu'il détenait le portefeuille de l'Intérieur, ni les crimes du colonel Pakassa, qui seraient toujours restés impunis si les Français n'avaient appréhendé à Orly cet énergumène responsable de la mort atroce des aviateurs italiens de Kindu. Ni enfin, aujourd'hui l'action subversive de Moulele, ancien ministre de Lumumba, formé à Prague et à Pékin, et que, de l'aveu même des dirigeants de Léo, l'on pourrait encore rencontrer la semaine dernière dans les rues de la capitale congolaise. Non, rien de tout cela n'aurait été possible si le gouvernement de la République du Congo n'aurait voulu faire oublier sa complicité dans la mort de Lumumba en prodiguant gages et prébendes aux disciples et aux successeurs du leader assassiné. Moïse Tchombe étant irrévocablement décidé à parler sa lettre que nous publions ci-après en fait foi et nous l'entendons encore déclarer avec autant de verdeur que d'énergie, je préfère crever à Madrid que me taire plus longtemps. Il nous a paru qu'il valait mieux que ce fût un journal comme le nôtre, belge et bien au fait des questions congolaises, qui rapportait ses propos. Ce fut également l'avis de l'ex-président katangais qui nous préféra à différents journaux étrangers, et notamment à l'un des plus importants hebdomadaires américains, dont les envoyés spéciaux font le siège de sa résidence espagnole. À ceux qui, soit à Léo, soit à Bruxelles, songeraient à nous accuser de jeter l'huile sur le feu, nous répondrons. Messieurs les Congolais, quand Pierre Moulele, contre qui vous déchaînez à présent les forces de l'ANC et de l'ONU, se trouvait au Caire, se souciant comme d'une guigne de son mandat de député et, au contraire, forgeant les armes pour culbuter votre gouvernement,
ne continuez-vous pas à le considérer comme un des vôtres et à lui verser régulièrement, comme si de rien n'était, son indemnité parlementaire? Quant à vous, messieurs de Bruxelles, séchez vos larmes de crocodile. Au même instant où débarquent à Zaventem les premiers réfugiés belges, missionnaires, femmes et enfants du Kwilu, n'accueillez-vous pas comme hôtes de la Belgique, descendants du même avion? Le mulot Pukalonji, soi-disant évadé des prisons de Léo mais dont le passeport est signé de la main même de M. Nendaka, chef de la sûreté congolaise. Un homme dont vous ne pouvez prétendre ignorer les crimes, puisqu'il est le premier à s'en vanter. On ne nous fera jamais croire qu'une veulerie aussi extraordinaire puisse être de meilleure politique que la recherche de la vérité. Madrid, 22 janvier 1964. Cher pourquoi pas. J'ai été sensible à la confiance que vous m'avez accordée en acceptant de publier les révélations que j'ai faites à votre collaborateur, Pierre Davister, AUN sujet de la vérité sur la mort de Patrice Lumumba. Le récit tel qu'il a été écrit, et tel qu'il m'a été présenté, est une relation exacte des faits et, en conséquence, j'en prends l'entière responsabilité, quelles que soient les réactions suscitées par la publication des articles dont j'ai accepté de parapher chacun des feuillets du manuscrit rédigé par votre reporter. Je me suis suffisamment étendu sur la nécessité qu'il y avait pour moi de dissiper tout équivoque au sujet de la mort de Patrice Lumumba. Il va de soi que personne ne m'a influencé dans cette décision et que c'est en parfaite indépendance d'esprit, mais avec la volonté bien arrêtée de dire toute la vérité que j'ai confié à monsieur Pierre Davister les détails qui ont permis la rédaction de ces articles. Si j'ai choisi plus particulièrement votre journal pour lever l'hypothèque qui pesait sur mes épaules, c'est parce que votre reporter, qui a suivi de près tous les événements du Katanga et fut souvent sévère à mon sujet, ne saurait être soupçonné de complaisance à mon égard et que l'opinion internationale ainsi que l'opinion congolaise seront sensibles à son objectivité. Recevez, cher pourquoi pas, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Monsieur TSHOMBE. De note envoyée spéciale à Madrid, Pierre Davister. Le 13 février 1961, Monsieur Godefroy Munongo, ministre de l'Intérieur du gouvernement katangais, annonçait officiellement la mort de Patrice Lumumba. Évidemment, précisait-il, on nous accusera de l'avoir assassiné. Je réponds, prouvez-le. C'était là une sorte de défi qui correspondait parfaitement à la mentalité et au climat de l'époque. Ce défi tient toujours, on n'a jamais prouvé l'assassinat de Patrice Lumumba, mais la certitude d'une mise en scène, s'étalant entre le 17 janvier et le 13 février a été maintes fois confirmée ou plutôt n'a jamais été démentie. En réalité, Patrice Lumumba est mort le 17 janvier 1961, le jour, ou plus précisément la nuit, de son arrivée à Elisabethville. Depuis, des multiples versions de cette mort ont pu faire croire à un rebondissement de l'affaire mais il est apparu chaque fois que ces versions étaient nées de cerveaux trop féconds ou trop imaginatifs. Ce qu'on ne sait pas, on l'invente. Ainsi, périodiquement, sort ou ressort un récit, authentique, de la mort de Patrice Lumumba qui fait exactement le bruit que fait un pétard mouillé. On ne prouve rien, on brode. C'est à Barcelone que monsieur Tchomb m'entretint une première fois de son désir de révéler toute la vérité au sujet de l'affaire Lumumba. Il me reconfirma cette intention, devant témoins, à 2 reprises, à Madrid et à Bruxelles. Si je pouvais tout dire, ne cessait-il de répéter et il me rendra cette justice que jamais, au grand jamais, je n'ai fait miroiter à ses yeux l'avantage qu'il pourrait retirer de ce genre de révélation. Moïse Tchomb m'a-t-il tout dit. Je reviens de Madrid où des heures durant j'ai écouté l'ex-président katangais. Je puis, en conséquence, le préciser, sa volonté de se débarrasser de l'hypothèque qui pèse sur ses épaules depuis la mort de Lumumba est une sorte de volonté butée. Rien ne l'arrêtera plus dans sa décision de parler et si, ne m'ayant tout dit, les premières déclarations qu'il m'a faites devaient susciter des questions, peut-être révélera-t-il encore d'autres détails, peut-être apportera-t-il encore d'autres précisions. Nous-mêmes, avons omis volontairement d'ailleurs certains détails et certaines précisions que nous estimions suffisamment connus, afin de ne pas alourdir un récit qui impose déjà au lecteur un effort de mémoire. Mais précisément, dira-t-on, pourquoi monsieur Tchomb a-t-il attendu si longtemps, a-t-il attendu 3 ans avant de parler et pourquoi parle-t-il aujourd'hui plutôt qu'hier? À ce propos, le leader katangais est formel et ne mâche pas ses mots. Il s'estime trahi par tous ceux qui lui ont demandé de se taire mais profite de son silence pour l'accabler, le discréditer auprès de l'opinion publique congolaise. Je veux reprendre ma place dans la vie politique de mon pays m'a dit monsieur Tchomb, mais je veux auparavant être lavé de tout soupçon au sujet d'un crime dont je ne suis pas responsable. Alors, je parle. Nous n'ergoterons pas au sujet de la pertinence de ces raisons. Une chose est certaine, monsieur Tchomb est ulcéré. Léopoldville Lamadou, le flatte, garde le contact avec lui,
mais ne rate aucune occasion de l'avertir discrètement que son retour au Congo irriterait grandement certains pays du groupe afro-asiatique. Ah, s'il n'y avait pas cette affaire Lumumba, soupire-t-on hypocritement. Précisément, cette affaire Lumumba, Monsieur Tchombe entend la liquider d'un seul coup. Il parle, a-t-il raison, a-t-il tort, il ne nous appartient pas de juger. La toile de fond. Des propos que nous avons recueillis à Madrid auprès de Monsieur Tchombe, il apparaît clairement que la période de préparation au crime fut de loin plus significative que le crime lui-même. À Léopoldville, en août 1960, on parle déjà en effet de la nécessité d'éliminer Lumumba, par tous les moyens. Ces moyens sont étudiés froidement par tout ce que l'opposition compte de valable, à l'époque, mais de cette unanimité se détache un noyau plus tenace qui persévère dans son idée, et s'obstine à lui trouver des appuis. Dans ce noyau, que trouve-t-on? Des éléments disparates, bien sûr. Ils ont raté le coche, ils sont aigris, ils souhaitent une nouvelle course au pouvoir qui leur rendra une nouvelle chance. Néanmoins, il n'y a pas que cela. Il y a aussi et surtout des délégués groupés de la 89979-93 789 500 Jabako, du Monsieur N. C. Kalonji, du Punaki, directement ou indirectement, dépendent de MM. Kasavubu, Kalonji et Bolikango. Tous ces délégués sont persuadés d'une chose, la Belgique n'a pas oublié et n'oubliera jamais l'affront que Lumumba a fait publiquement, le 30 juin, à son roi. D'instinct, ils se rendent donc au consulat de Belgique à Brazzaville, car rappelons-le, les relations diplomatiques entre notre pays et la République du Congo sont rompues, et il faut donc traverser le fleuve pour rencontrer le représentant belge le plus proche. Celui-ci est perplexe, il n'a pas pouvoir de décision, et l'essentiel de la représentation belge étant au Katanga, il préfère aiguiller tous ses solliciteurs vers la capitale du cuivre. À Elisabethville, les délégués de Léopoldville sont reçus par Monsieur Tchombe qui écoute leurs doléances, enregistre leurs demandes d'aide puis leur répond dans le plus pur style bantou, « Je n'ai pas d'argent. Adressez-vous à ceux qui tiennent les cordons de la bourse. » Guillemets simple. La réponse nous paraît plausible. En ce temps-là, Monsieur Tchombe était loin de posséder la puissance politique et financière qu'il détiendra par la suite. De surcroît, l'existence de Lumumba ne lui a pas encore causé trop de tracas et trop d'ennuis. Préoccupé davantage par le souci de consolider son jeune État, Tchombe envoie les émissaires de Léopoldville aux responsables du consulat de Belgique qui sont aussi, rappelons-le, les responsables d'une certaine assistance technique. Là, on se tâte et on tâte Monsieur Winnie qui accorde le feu vert, et une première provision de 3 millions de francs. Ici, une précision s'impose. Elle est, nous semble-t-il, de poids. En donnant un premier acompte de 3 millions francs, Monsieur Tchombe est formel. Il y eut d'autres versements, la Belgique entendait collaborer à l'évincement politique de Lumumba mais limitait son appui à ce strict domaine. Nous n'en voulons d'autres preuves que l'emploi de cet argent. Les premiers fonds servent, en effet, à épauler l'opposition à Lumumba par une action de propagande. Cette action a, il est vrai, son centre de rayonnement dans les locaux même du consulat de Belgique à Brazzaville où est installé un poste émetteur d'une puissance de 3 kW qui transmet sous l'indicatif de « Radio Makala ». Un autre poste, Radio Wouourou, est installé près du beach de Brazzaville. Des journalistes belges collaborent aux émissions anti-lumumbistes de ces deux stations. Ils sont, pour la plupart, d'extrême droite. Il faut l'avouer, l'action de propagande fut doublée par une action de corruption. Les officiers de l'armée nationale congolaise, irrégulièrement payés par le gouvernement de Lumumba, reçurent fréquemment des offres d'argent qui, faut-il préciser, ne les laissaient pas insensibles. Cet argent passait d'une rive à l'autre du fleuve avec des tracts renéotypés dont les autorités brazzavilloises favorisaient l'expédition avec une sereine complicité. Est-ce ce dispositif fortement charpenté et fortement financé qui poussa Monsieur Kasavubu à révoquer purement et simplement Patrice Lumumba? Monsieur Tchombe l'affirme. Kasavubu, me dit-il, se sentait poussé dans le dos. Le courage qu'il eut, le 5 septembre 1960, fut un courage inspiré. Dès lors, tout s'enchaîne. La révocation aboutit à l'arrestation. Je pose à Monsieur Tchombe une question qui, me semble-t-il, ne manque pas d'importance, car elle concerne plus particulièrement le jeu belge. Aviez-vous déjà entendu parler, à ce moment, de la liquidation pure et simple de Lumumba? Non. Pouvez-vous me préciser très exactement la date, voire l'époque où, pour la première fois vous avez été mis au courant d'un projet concernant l'élimination de l'ex-premier ministre? J'entends par élimination, la possibilité de... J'ai bien compris, coupe Tchombe, il ne m'est pas difficile d'être précis, car je me souviens très bien de ce jour et de ce moment, c'était le 28 novembre 1960. Lumumba, non, donnez-nous plutôt Sendwe. Ce jour-là,
Le 28 novembre 1960, tout le haut gratin de la République du Congo Léo est aux côtés du haut gratin de la République du Congo-Brazzaville qui fête en grande pompe le premier anniversaire de son indépendance. L'abbé Youlou a bien fait les choses et, apparemment, n'a pas lésiné sur le nombre d'invitations. Il n'a pas craint davantage de susciter l'un ou l'autre incident d'ordre diplomatique, car il a réuni dans sa capitale tous les dirigeants de Léopoldville et tous les dirigeants du jeune État katangais qui n'apparaissaient nullement étonnés de se retrouver sur la rive brazzavilloise en dépit d'une sécession déjà consommée et qui, décemment devrait s'affirmer très gênante. Comprenne qui pourra, non seulement les frères séparés s'entendent à merveille sur le fief de Youlou, mais ils en arrivent même à comploter ensemble et à discuter du sort de Lumumba qui, coïncidence, est justement en train de briser le carcan de sa résidence surveillée à l'heure même où on commence à envisager de débarrasser le Congo de sa présence qui devient passablement encombrante. Oui, on en parle et monsieur Adoula, alors ministre de l'Intérieur mais ministre neutralisé, comme tous les membres du gouvernement Iléo par le coup d'état du général Mobutu, n'est pas le dernier à donner son avis. Peut-on avoir une pleine confiance dans l'armée congolaise? Se demande monsieur Adoula. Le général Mobutu, ou plutôt le colonel Mobutu, n'assiste pas à l'entretien. Il est donc loisible à chacun d'émettre des doutes sur la valeur de ces soldats et d'affirmer qu'il ne se gênerait nullement pour ouvrir la porte de la cellule du remuant Patrice. On discute donc d'un transfert en lieu sûr et on comprend à demi-mot ce que peut signifier lieu sûr pour pareille assistance. Qui a jeté le nom de Jadoville sur le tapis? Monsieur Tchombe est formel, monsieur Adoula lança, le premier, cette idée et la pimenta de considération personnelle. Considérations approuvées unanimement par ceux-là même qui tiennent entre leurs mains les rênes et les destinées du Congo. Il y a là de fortes têtes Kasavubu, Adoula, Iléo, Bomboko et, côté katangais, Kimba et Tchombe. Tout ce monde est réuni autour d'une table de l'hôtel du Beach et discute avec animation de celui qui est considéré désormais comme une sorte d'ennemi QU', il faut faire oublier. Le faire oublier, l'expression n'est pas lancée discrètement. Il suffirait à quelqu'un de s'approcher de la table pour être édifié et pour apprendre, accessoirement, que monsieur Bomboko est inquiet, très inquiet. Vous n'imaginez pas, dit-il, la responsabilité que j'ai prise en apposant ma signature à côté de celle de Kasavubu sur l'ordre de révocation de Lumumba. Supposez un instant. On suppose tout, on suppose même l'exceptionnel sans savoir que l'exceptionnel est en train de se réaliser puisque Lumumba, à la même heure, mitonne consciencieusement sa fuite. Prémonition, on oserait l'affirmer, quelqu'un a envisagé un retour au pouvoir et cette seule éventualité a donné à l'entretien une allure de conspiration. Monsieur Tombe et monsieur Kimba sont sollicités ouvertement. On vous envoie Patrice, dit Adoula, et vous en finissez avec lui. Après, nous nous entendrons entre nous. Les deux leaders katangais doivent-ils comprendre par ces mots qu'une entente entre fédéralistes peut toujours intervenir et sceller en quelque sorte l'autre entente, celle ayant trait à une certaine disparition. Les deux hommes se posent même pas la question. Lumumba ne les intéresse que médiocrement. À choisir, ils préféreraient qu'on leur livre, Sendwe et, l'occasion étant belle, ils expriment sans scrupule leurs désirs. Nous avons nos problèmes, dit Kimba, vous avez les vôtres. Vous voulez décider du sort de Lumumba. Soit, laissez-nous décider du sort de Sendwe. C'est exact, surenchérit Tchombe. Le problème lumumbiste est un problème qui n'intéresse plus le Katanga. Donnez-nous Sendwe, nous avons un compte à régler avec lui. Ouvrons une parenthèse. Ce détail ayant trait à une forme de préférence a, convenons-en, un aspect ahurissant mais aussi un aspect de totale sincérité. Monsieur Tchombe ne s'efforce pas, en effet, de me persuader qu'il fut indigné par l'éventualité d'une disparition de Patrice Lumumba au terme d'une machination criminelle. Machination pour machination, il préfère celle qui lui permettrait de choisir sa victime. Tout simplement. On s'étonnera peut-être, mais qui s'étonne avoue son ignorance des conceptions bantoues. Il faut aussi, c'est essentiel, se souvenir du climat de l'époque. Monsieur Tchombe me situe d'ailleurs très bien en m'affirmant qu'un Lumumba vivant lui était, tout compte fait, très utile. Je n'ai jamais eu, me dit-il, autant d'appui que lorsqu'on pouvait comparer le désordre qui régnait chez lui à l'ordre que je maintenais chez moi. Voulez-vous dire que la politique de Lumumba justifiait la sécession katangaise? Je vais même plus loin, c'est Lumumba qui a fait Tchombe. Plus il se diminuait dans le désordre, plus je me grandissais dans l'ordre. Vous aviez donc intérêt à ce qu'il continue sa politique anarchique. Mais oui et, à ce sujet, on pouvait lui faire confiance. Retenez donc bien ceci, Lumumba mort, c'était une catastrophe pour moi. Le compreniez-vous, déjà, à l'époque, ou s'agit-il d'une conception d'après-coup? Non, je le comprenais déjà au temps où Lumumba faisait gaffe sur gaffe et,
par voie de conséquence, donner à l'indépendance du Katanga son véritable sens. Fermons la parenthèse, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos loups. Le refus des Katangais concernant Lumumba indigne particulièrement les Kasaïens. Il faut préciser que le Sud Kasaï a connu le déferlement des hordes lumumbistes et a vécu l'horreur de véritables massacres frisant le génocide. Les Kasaïens, originaires de ces régions, se souviennent. La plaie est d'ailleurs encore vive. Groupés derrière le siège d'Iléo, qui est dès lors depuis son mariage avec une femme d'un de leur village, ils ne perdent pas un mot de la conversation et ont le sentiment très net que le sort de Lumumba ne peut se décider sans eux. Donnez-nous l'ami Lumumba, disent-ils, et nous arrangerons cela. Se souviendra-t-on de cette demande et de cet empressement lorsqu'il s'agira de choisir un lieu de destination pour le transfert de l'ex-premier ministre de la République du Congo? On oserait l'affirmer, mais d'ores et déjà on savait, dès cet instant, à quoi s'en tenir. Qui voulait signer l'arrêt de mort de Lumumba devait l'envoyer à Bakwanga, capitale du Sud Kasaï. Or, précisément, ce fut Bakwanga qui fut délibérément choisi par la suite. On oserait parler de coïncidence. Tshombe m'affirme d'ailleurs qu'on ne se borna pas à de discrètes allusions. De la sollicitation, on passa rapidement aux reproches lorsqu'il se révéla que les Katangais restaient indifférents à la menace que Lumumba faisait peser sur le gouvernement de Léopoldville. Albert Kalonji, le trop célèbre Mulop, n'était pas le moins irrité. « Vous êtes bête de refuser », déclara-t-il, sans embâche à Tshombe et à Kimba. De son côté, le président Kasavubu semonçait le président du Katanga de sa petite voix pointue. « Mon cher Moïse, écoute, tu ne comprends pas l'importance du danger que représente Lumumba. Si cet homme réussit ce qu'il manigance, il se fera voter par le Parlement des pouvoirs absolus et le Congo vivra un régime de dictature. » Cette déclaration exprimant un réel désarroi, M. Kasavubu la fit à Mazibu, à quelques 13 km de Brazzaville, dans un petit village qu'on appelait là-bas le village de l'abbé et dans lequel Youlou aimait recevoir ses hôtes. Au demeurant, M. Tshombe commençait à se lasser d'entendre la même rengaine. À son tour, M. Nendaka avait en effet, entrepris de le chapitrer par le truchement d'un de ses conseillers européens. « Cherchez, disait celui-ci, qui est derrière Sendwe et vous trouverez Lumumba. Si vous acceptez de vous occuper de Lumumba, vous vous occuperez automatiquement, par ricochet, de Sendwe. » On n'eut guère le temps de continuer sur ce thème. Quelques heures plus tard, 4 soldats de l'ANC, affolés, diffusèrent à Brazzaville la surprenante nouvelle, Lumumba venait de s'évader. Évidemment, cette évasion ne fit que renforcer la thèse des partisans du transfert. Manifestement, on entrait dans les résidences surveillées de Léopoldville et on en sortait comme s'il se fût agi de vulgaires moulins. Dès lors, Tshombe, néanmoins, n'attendit pas que Lumumba réintègre une prison au barreau plus solide pour faire connaître son point de vue. À Elisabethville, ministres katangais et conseillers européens s'étaient irrités à l'idée que Léopoldville se proposait de leur offrir un cadeau empoisonné. Qu'on laisse le Katanga tranquille, rugissait le major Weber. Dans l'espoir d'obtenir cette tranquillité, le gouvernement katangais envoya à Léopoldville des messages officiels confirmant de façon nette et précise le refus formulé verbalement à Brazzaville. Peut-être, eut-il tort de profiter de la circonstance pour réclamer à nouveau, tout aussi officiellement d'ailleurs, l'arrestation et la livraison de Sendwe. Faut-il attribuer à cette imprudence le fait que les documents sont restés secrets jusqu'ici? C'est possible, c'est même probable. M'expliquant son point de vue et les raisons de son attitude, M. Tshombe me dit. Vous saisiriez mieux ma pensée et ma façon de juger si vous connaissiez un de nos proverbes Lunda. Et que dit ce proverbe? Simplement ceci, ne nous envoyez jamais un cadavre. Que voulez-vous insinuer? Vous allez comprendre. L'épilogue, la mort. 6 semaines ont passé. L'évadé Lumumba a été repris. Par sa faute, plutôt que de fuir, il a préféré discourir en chemin. Ce fut sa perte. À Elisabethville, l'opinion publique a suivi ces événements avec indifférence. L'évasion de Lumumba, dit-on, cela fait partie du cirque de Léo. Nous avons, quant à nous, d'autres chats à fouetter. À l'échelon de la présidence, on n'ignore rien cependant des intentions secrètes du pouvoir central. Comment le pourrait-on d'ailleurs, alors que le 9 janvier M. Adoula lui-même, accompagné de M. Delvaux, vient à Elisabethville pour tenter d'arracher de l'entourage de Tshombe l'accord qui fera fléchir finalement le leader katangais. À vrai dire, Kimba et Munongo seraient peut-être convaincus de cette nécessité dont on ne cesse de les entretenir, si Tshombe n'était catégorique. Non, non et non, dit-il, qu'on ne me parle plus de cette éventualité, je la repousse. À son état-major d'Européens, il explique d'ailleurs, avec une lucidité que chacun approuve, les raisons de son refus. Léopoldville,
affirme-t-il, va commettre bêtise sur bêtise. Restons à l'écart de leur politique. Concernant Lumumba, il leur parle d'une façon imagée d'une proverbe Lunda qui ressemble fort à une parabole. Lorsqu'on a un ennemi, déclare-t-il, on lui donne à manger et à boire, mais on ne le tue jamais. Néanmoins, Tshombe n'ignore pas qu'on veut tuer Lumumba. Il ne saurait l'ignorer d'ailleurs, car on se remue fort à Bakwanga pour obtenir une décision qui rencontre, on l'a vu, les desseins des dirigeants de Léo. Un porte-parole du Sud Kasaï, M. Raphaël Bintou, réclame notamment l'envoi de Patrice Lumumba dans le dangereux fief du Mulopou et le réclame en des termes significatifs. Le peuple du Sud Kasaï, dit-il, est unanimement acquis aux sentiments exprimés par son Excellence le président Kalonji et exige du colonel Mobutu le transfert immédiat du traître Lumumba à la prison centrale de Bakwanga. Là, il trouvera bien son repos. Il doit être écroué, mais pour toujours. Évidemment, il s'agit là de mots affrayants, mais les Congolais, qui ne le sait, aiment se servir des mots comme on se sert d'un doping. Rien ne prouve donc que Lumumba sera transféré à Bakwanga et s'il l'était même, pense Tshombe, Bakwanga n'est pas Elisabethville. Non, bien sûr, mais c'est néanmoins à Elisabethville qu'un coup de téléphone est donné le 17 janvier 1961, à 17h, dans la salle de l'Hôtel Palace où Tshombe assiste à la projection du film « Liberté » présenté par un groupe de « réarmement moral ». Au bout du fil, le président Kasavubu. « Mon cher Tshombe, annonce le chef de l'État congolais, je t'envoie 3 paquets. Il faut les accepter. 3 paquets, quel paquet? Tu verras, ils sont dans un avion. Ils arrivent. » Kasavubu ne pensait pas si bien dire. À peine a-t-il raccroché qu'on signale de l'aérodrome la présence d'un appareil de la compagnie Air Congo. Présence insolite car, depuis la proclamation de l'indépendance du Katanga, les avions de Air Congo n'atterrissent plus à Elisabethville. En sa qualité de ministre de l'Intérieur, Godefroid Munongo demande des précisions. C'est un DC-4, lui répond-on. Il demande l'autorisation d'atterrir. Munongo décide de se rendre immédiatement à l'aéroport. À ce point du récit, j'interromps Monsieur Tshombe. Saviez-vous alors qui était dans cet avion qu'on vous signalait? Non. Vous n'aviez pas le moindre soupçon? Non. J'insiste, une évidence saute, en effet, aux yeux. Si Tshombe connaissait l'identité des passagers de l'avion, il était pour le moins, imprudent et dangereux de choisir Munongo pour les réceptionner. On le sait, Godefroid Munongo vouait une haine corse à Patrice Lumumba. Tshombe se montre formel. Je ne savais rien et le coup de téléphone de Kasavubu ne m'avait rien appris. Pour moi, l'affaire était entendue. Un transfert de Lumumba à Elisabethville était chose impensable, car le gouvernement katangais avait été catégorique à ce sujet et son refus était sans appel. Néanmoins, l'avion a atterri. Oui, l'avion atterrit, car le pilote, M. Bowens, affirme que ses réservoirs sont vides. L'appareil, annonce-t-il, n'a plus de carburant que pour 10 minutes. Prétexte, mensonge, feinte. Non, on saura plus tard, en effet, que l'avion dont la destination était bel et bien Bakwanga, a tourné longtemps au-dessus de la capitale du diamant avant de renoncer à se poser. À son bord, il y a, en effet, 3 prisonniers de marque dont un seul responsable, Ferdinand Kazadi, à la charge. Ces 3 prisonniers, Lumumba, Okito et Mpolo. Kazadi, a contraint le pilote à éviter Bakwanga parce qu'il a eu confirmation de la présence de troupes ghanéennes de l'ONU. Sur le tarmac de l'aéroport. Une chose est certaine, ces troupes sont pro-lumumbistes. Elles ne rateront pas cette unique occasion de récupérer l'ex-premier ministre congolais. Elles en ont vraisemblablement reçu l'ordre. Tout cela, le commandant de bord du DC-4 l'explique à la tour de contrôle d'Elisabethville, afin de justifier l'obligation qu'il a d'atterrir sans délai. Munongo est là et on l'a représenté comme une sorte de fauve, piaffant d'impatience et savourant à l'avance le plaisir de se venger de son plus grand ennemi. C'est faux, me dit Tshombe. Munongo n'a autorisé l'atterrissage, avec mon assentiment d'ailleurs, que sous condition, l'avion repartirait immédiatement dès que son plein d'essence serait effectué. Il est vrai que Munongo a réceptionné Lumumba mais, à l'encontre de ce qu'on imagine, il fut sincèrement bouleversé de le voir en si piteux état. Il a même questionné le pilote à ce sujet. Le pilote est d'ailleurs complètement écœuré. Non seulement on a exigé de lui une mission répugnante, mais il n'a eu d'autre recours que de s'isoler avec son équipage dans le cockpit de l'appareil, plutôt que de voir le spectacle de 3 hommes attachés les uns aux autres et battus avec une brutalité inimaginable pendant toute la durée du vol. Comment pouvait-il en être autrement? Le chef de l'escorte, Ferdinand Kazadi, est originaire du Sud Kasaï. Il a connu, à l'Ualabour, la dureté des prisons lumumbistes.
Nommé commissaire général à la défense nationale, il garde pour tout ce qui a trait à Patrice Lumumba une sorte de haine brutale et aveugle. De surcroît, il est jeune et impulsif. Il a choisi avec soin son compagnon de voyage, Jonas Mukamba, Muluba également, et les 8 soldats qui garderont les prisonniers, 8 colosses Baluba dont la cruauté ravirait le Mulop lui-même. Dès que le DC-4 a quitté la piste d'envol de Moanda, où il a reçu les captifs des mains de Victor Ndaka, le commissaire général Kazadi a d'ailleurs donné le ton en frappant lui-même Patrice Lumumba. On devine le reste que traduit très exactement le geste du chef d'escorte lorsqu'il descend de l'avion à Elisabethville. N'exhibe-t-il pas avec une fierté inconsciente et cruelle les moustaches, la barbe et les lunettes de Patrice Lumumba? Un cadeau pour le mulot Pukalonji, avoue-t-il. Munongo lui-même, qui passe cependant pour un dur, se sent mal à l'aise. Il est préférable qu'on lui coupe la tête plutôt que de le faire souffrir comme on l'a fait souffrir. Dira-t-il quelques instants plus tard au président Tshombe qui se sent taraudé, à son tour, par l'inquiétude et n'a plus qu'un seul souci, que l'avion reparte au plus vite avec ses encombrants passagers. Là, le ravitaillement en essence est effectué, mais les règlements de navigation aérienne en vigueur au Congo interdisent les vols de nuit sur le réseau intérieur. Le pilote refuse de partir et, comme on essaie de le convaincre, la moutarde lui monte au nez. Que les Congolais se débrouillent entre eux et se débrouillent surtout avec leur fret insolite. Ce genre de colis, on s'en lave les mains. Tshombe voulait également s'en laver les mains mais, de toute évidence, l'avion ne pourra repartir qu'à l'aube. Il faut se débrouiller jusque-là et transférer au plus vite les 3 prisonniers dans une maison à l'abri des curieux. Certes, plus personne à Elisabethville n'est ignorant du transfert. On a vu Lumumba et on l'a même photographié. À ce sujet, les commentaires vont bon train. Il tenait à peine debout, disent certains. Il n'avait pas à tenir debout, disent d'autres, car on ne tenait pas à ce qu'il mette le pied sur notre sol et souille la terre du Katanga. Si l'on se réfère aux documents de l'époque, Lumumba a été photographié debout avant d'être jeté brutalement dans une jeep. Pour les médecins, ce détail a son importance. La science définit, en effet, assez exactement les limites de la résistance d'un individu et, partant, il n'est pas impossible de fixer la nature des lésions dont Lumumba souffrait à sa descente d'avion. J'insiste bien, à sa descente d'avion. J'étais, en effet, à Elisabethville ce jour-là. Je puis donc apporter mon témoignage personnel, à ce point exact du récit et ce témoignage fut publié d'ailleurs dans les colonnes de Pourquoi pas. Sous ma signature, le 20 janvier 1961. J'écrivais alors. Les prisonniers étaient bâillonnés, liés dos à dos. Il sembla à tous ceux qui purent de loin reconnaître Lumumba, que celui-ci avait un curieux bandeau sur les yeux. J'ajoutais. Les soldats de Mobutu firent aussitôt un joli cinéma en criblant Lumumba de coups de crosse. Il s'agissait vraisemblablement d'épater la galerie et celle-ci, en l'occurrence le personnel de l'aérodrome, fut parfaitement sidéré. On jeta littéralement les prisonniers dans une jeep et les mêmes soldats de l'ANC se jetèrent à pieds joints sur Lumumba, allongés dans le véhicule, afin de démontrer une nouvelle fois qu'il ne s'agissait pas d'un prisonnier de luxe mais d'un prisonnier tout court, qu'il convenait de manipuler sans douceur et de rosser fréquemment. Il est toujours gênant de se citer soi-même. Néanmoins, on me rendra cette justice que j'ignorais alors vers quel aboutissement tragique évoluait l'affaire Lumumba. Or, une question se pose et se posera de plus en plus dans la suite de ce récit, l'instant que je décrivais le 20 janvier 1961 ne fut-il pas, tout bien réfléchi, l'instant fatal où Lumumba et ses compagnons reçurent leur coup de grâce? Tout, absolument tout, le laisse désormais supposer. Mais n'anticipons pas. Criblés de coups par leurs gardiens, les 6 colosses balubas de l'escorte de M. Kazadi, les 3 prisonniers sont transportés dans une maison vide d'un quartier dit quartier Sabena car les agents de cette compagnie y résident. La demeure, répétons-le, n'est pas habitée. La nuit tombe. J'interromps Tshombe. C'est donc dans cette maison que s'est déroulé le crime. Quel crime? Il n'y a pas eu crime. La vérité est moins sensationnelle et plus simple, les prisonniers étaient agonisants. Tous les 3. Tous les 3. On a cependant dit que Godefroy Munongo. C'est faux, Munongo était aussi préoccupé que moi de l'état alarmant des captifs. Les avez-vous vus dans cette maison où on les avait transférés? Non. Ce non catégorique contredit les affirmations qui furent faites par un délégué de l'ONU, M. Berenson. Je me propose de souligner cette contradiction lorsque M. Tshombe devance en quelque sorte ma pensée et me précise. Je sais ce que vous allez dire. Il est exact que j'ai affirmé à M. Berenson que j'ai vu les prisonniers et qu'ils étaient dans un état pitoyable. Mais je l'avoue, ce jour-là, j'ai caché la vérité. Pourquoi? Parce qu'il fallait que notre position ait une certaine force et il fallait que M. Berenson qui m'interrogeait à la demande du secrétaire général de l'ONU,
soit convaincu par moi-même plutôt que par des tiers dont il aurait pu mettre la parole en doute. Il faut, pour comprendre, revivre le climat du jour. Nous venons de passer une nuit épouvantable à veiller et nous avions pesé, sous-pesé les conséquences du drame. J'étais, je le répète, assez désemparé. J'en reviens à ma question. Si vous n'avez pas vu les prisonniers dans la maison, qui vous prouve, dès lors, que Munongo n'a pas menti et qu'il n'y a pas eu crime. Parce qu'il y avait dans cette maison un témoin qui a toute ma confiance et qui, je le sais, ne m'a jamais menti et ne me mentira jamais. Quel témoin? Pius Sapu, le commissaire en chef de la police d'Elisabethville. Lumumba, Okito et Mpolo sont agonisants et un examen médical confirme l'évidence, il faudrait un miracle pour les sauver. Ce miracle n'a d'ailleurs aucune chance de se produire dans la maison où sont cachés les 3 hommes. Lumumba a une hémorragie interne, l'estomac perforé, des côtes brisées. Okito a une fracture du crâne apparente à l'œil nu. Mpolo est dans une sorte de coma qui ne l'empêche pas d'être agité par d'étranges convulsions. Des blessures aussi importantes exigent plusieurs interventions chirurgicales dans un hôpital outillé. Il faut donc que Tshombe ordonne un nouveau transfert. À ce point du récit, l'ex-président Katanga hésite, puis me confie. À ce moment-là, dit-il, j'ai fait comme Ponce Pilate. Je n'ai pas osé ordonner ce transfert et, je l'avoue, j'ai été pris de panique. Pouvait-on encore les sauver? Les avis médicaux, car il y eut des avis médicaux, étaient formels, il leur restait encore quelques heures à vivre. Ce diagnostic était encore trop optimiste. Trop optimiste, en effet, car les nouvelles deviennent de minute en minute plus alarmantes et Tshombe réunit d'urgence un conseil de nuit de ses ministres cependant qu'il ordonne à 2 dames employées à la poste d'Elisabethville d'obtenir, coûte que coûte, le contact téléphonique avec le président Kasavubu. En dépit du fait que les communications téléphoniques sont coupées au Congo entre le coucher et le lever du jour, ce contact est finalement établi. Kasavubu est à l'autre bout du fil et entend de la bouche de Tshombe la tragique nouvelle, Lumumba va mourir, Okito et Mpolo vont mourir aussi. S'il meurt, dit Kasavubu, enterrez-les et qu'on n'en parle surtout pas. Tshombe se fâche. Mort ou vif, je vous les renvoie demain. Le conseil des ministres se poursuit dans une atmosphère pesante. On attend d'un instant à l'autre l'issue fatale. Okito meurt le premier et, à 3 heures du matin, Lumumba et Mpolo entrent à leur tour dans la légende. Réquisitonné, le docteur Peters signe l'acte de décès. Je veux en savoir davantage. Je questionne. Avez-vous l'écho d'une conversation qui aurait eu lieu entre Munongo et Lumumba dans la maison où ce dernier est mort? C'est faux, personne n'a parlé à Lumumba. Celui-ci était d'ailleurs inconscient. Vous êtes formel. Je suis formel et Pius Sapu me l'a d'ailleurs confirmé. On a cependant dit que les prisonniers n'étaient pas si mal en point à leur arrivée à Elisabethville. On a dit et on a écrit tant de choses. Je viens, quant à moi, de vous dire la vérité. Vous le jurez? Je le jure. À l'aube, Tshombe et ses ministres sont impatients de voir repartir l'avion et d'être débarrassés des paquets de Monsieur Kasavubu mais, catastrophe. Une tuile de dimension s'abat sur leur tête. Le pilote refuse d'embarquer les corps. Il existe, dit-il, un règlement spécial concernant le transport des personnes décédées. On devine sans peine les complications et les lenteurs administratives qu'impose ce règlement spécial. Tshombe s'affole. Il a 3 cadavres sur le bras. Que faire? Oui, que faire? Notre prochain article. La réponse à la question qu'on se pose depuis 3 ans. Que sont devenus les corps?